Bon, ben, bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, on accueille Laurent pour notre premier balado, justement, avec celui-ci. Laurent Santerre, qui est très impliqué depuis très longtemps, voire plus longtemps que moi, dans le milieu de la scrimicie. Fait que, ça on t'accueille pas. Non, ça nous rajeunit pas. Heureusement, on a commencé tôt, en fait. Mais, fait que c'est ça. Fait que Laurent, aujourd'hui, va nous parler de la basket tilt écossaise, qui est son arme en quelque sorte de prédilection, je dirais, en ayant plutôt confiance. Oui. Absolue confiance là-dedans. Et on va surtout te laisser te présenter un peu, puis pour que les gens sachent qui tu es. Eh bien, bonjour. Laurent Santerre, c'est mon nom, comme vous l'avez entendu. Je suis un escrimeur de Québec, de la ville de Québec, de la région de Québec. J'ai commencé à faire de l'escrime avec le 78e Fraser Highlanders, qui est un régiment historique qui fait de la démonstration historique, de la musique, toutes sortes d'autres affaires culturelles écossaises à travers le monde, mais particulièrement dans mon cas dans la ville de Québec. À l'époque, quand je me suis engagé dans le régiment, on faisait de la démonstration de muskets, de fusils à pierre anglais, des Brown Bess du 18e siècle. Puis dans l'équipement du régiment qu'on incarnait, c'est-à-dire le 78e Fraser, un régiment des Highlands, il y avait une basket hilt broadsword. Parce qu'à l'époque, c'était culturellement très important pour les Highlanders de porter l'épée, un droit qu'ils avaient du mal à conserver dans leur situation politique compliquée en Grande-Bretagne. Puis les colonels qui avaient pour mandat de lever les régiments des Highlands se targuaient d'équiper leurs soldats de basket hilt broadswords. Donc, c'est tous ces soldats qui sont arrivés en Nouvelle-France à une certaine époque, mais en Nouvelle-France, dans les colonies, avaient des basket hilt. C'est pas tous les régiments qu'ils ont gardés, parce qu'il y avait une mode du Tomahawk aussi à l'époque. Fait qu'il y a deux des trois grands régiments des Highlands de l'époque qui ont, si je ne m'abuse, souvent remplacé leur basket hilt par des Tomahawks. Ben, c'est intéressant parce que, vraiment un aparté, là, mais l'armée canadienne, en tout cas quand j'étais dans les cadets, on avait souvent des conseillers du 22e régiment, parce que j'étais dans un corps de cadets associé au 22e régiment, fait que c'était des militaires actifs qui venaient pour, dans le fond, encadrer, proposer des trucs d'entraînement. Puis une des choses qu'ils nous expliquaient, c'est que c'était très commun encore aujourd'hui que les soldats aient le droit à une arme secondaire de mêlée en quelque sorte, tant qu'elle était pas trop grosse. Puis les gens favorisaient encore beaucoup le Tomahawk à cause qu'il pouvait doubler comme un outil et être une arme de combat pertinente. Donc, oui, puis c'était pour l'époque, c'était hyper pratique à avoir dans une forêt, non seulement comme outil, mais en plus, t'as une arme courte qui travaille bien dans des bois, puis à la Nouvelle-France, c'était très boisé, de ce que je comprends. J'étais pas là. Fait très intéressant. Cela dit, comme il y avait une très très longue culture de duel, puis d'escrime, puis d'usage de ce genre d'épée-là, ben, le 70e Fraser en a gardé suffisamment pour qu'on en ait une trace, au point où, à la fameuse bataille des Plaines d'Abraham, ils ont chargé à l'épée, comme ils aimaient beaucoup faire à l'époque, sur les lignes françaises. Fait que tout ça pour dire, notre régiment portait ces armes-là. Le colonel en charge du régiment à l'époque voulait que, en tant que gens qui allaient jaser de ces équipements-là à toutes sortes de monde, ben, qu'on soit capable, qu'on sache de quoi on parle, fait qu'on puisse s'en servir. Fait qu'il a essayé de trouver un maître d'armes qui serait apte à nous enseigner comment se servir de la basket hilt. Puis la personne qu'il a trouvé, c'est Gabriel Mayotte, qui est le fondateur de l'escrime ici. Puis on l'a eu pendant quelques cours pour nous donner des bases de broadsword régimentaire. Puis après ça, moi, ça a vraiment cliqué auprès de moi parce que j'étais déjà très intéressé par les épées. Je faisais du GN. Ça faisait des années que je me battais avec de la mousse. Puis Gab nous a dit, ben, j'organise une pratique libre les mardis soirs à une place, on appelle ça la Bannière Noire. Si vous êtes intéressé à en faire un peu plus, ben, venez me voir. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'escrime ancienne. En me joignant à ces gens-là qui étaient un peu du monde hétéroclite, qui faisaient toutes sortes d'armes. À l'époque, la Bannière Noire, tu sais, c'était des chorégraphes, puis des combattants, puis des gladiateurs qui se pratiquaient tous ensemble avec toutes sortes d'armes différentes. Moi, j'étais là pour la basket hilt, puis je suis un peu resté coincé là-dessus depuis. Fait que ça, c'est mon parcours. Depuis, la Bannière Noire, c'est le début de ton parcours. La Bannière Noire fermée, c'est le Fraser qui a récupéré l'événement, qui a transformé ça en l'école d'escrime du 70e Fraser. Éventuellement, l'Académie Scrimicie est partie un petit peu en parallèle, puis quand l'école d'escrime du 70e Fraser a fermé, moi je me suis joint officiellement à l'Académie avec qui je pratique depuis. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que de la même manière que le Fraser a récupéré la pratique libre de la Bannière Noire, l'Académie Scrimicie a récupéré la pratique libre du Fraser. Puis exactement, oui. Mais dans ces trois instances-là, c'est tout le temps Gab Mayotte à la base. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est quand même le fondateur ultimement de ce qu'on fait. Exactement. Puis, fait que c'est ça. Fait que la basket hilt, pourquoi la basket hilt? Parce que on se plaisait à dire à l'époque, c'est la Ferrari des épées. C'est une arme assez tardive, fin 17e, mi-18e, puis portée occasionnellement jusqu'au début du 20e siècle.
Puis après ça, purement... on a même un cas recensé d'un officier britannique qui a débarqué sur les plages de Normandie, si je ne m'abuse, avec une basket tilt. Avec une basket tilt. Malgré les directives et les exigences de ses supérieurs hiérarchiques. Je ne sais pas, je suis au courant de l'anecdote, je ne sais pas à quel point il a trouvé des occasions de la mettre en usage. Ma connaissance, non. C'est exactement mon feeling. Mais bref, ça se disait encore jusqu'à assez tard. La basket tilt régimentaire... de ce que je comprends là, de Parangelo et fils, c'est début 19e, fait que c'est quand même assez vieux. Puis là où ça commence, 17e siècle, ben c'est très populaire, puis ça le reste, mais ça côtoie des armes qui ont moins rapport avec ce genre d'armes-là, comme la Small Sword, c'est contemporain avec la basket tilt écossaise, tout ce qui est Spadroon, puis j'imagine potentiellement vers la fin là, les épées mortuaires anglaises, là, c'est toutes des armes qui se sont côtoyées. Il y a une énorme quantité de temps qui est couvert par l'usage de la basket tilt. Puis c'est compréhensible parce que c'est une arme qui est bien faite, qui est bien pensée, grâce à des technologies qui étaient possibles à une époque où c'était pas aussi vrai avant. Des paniers complexes, complets, mais c'est compliqué à faire. Des lames de qualité qu'on peut acheter pour cheap, c'est pas forcément le temps trouvable. Ça prend quelque chose qui nous rapproche de l'industrialisation, de mass produce, de l'équipement efficace et fiable. Puis comme de fait, beaucoup de lames de basket tilt étaient des importations montées sur des paniers locaux. Ouais, parce que ultimement, la plupart, tu sais, il y avait des variations. Il y avait certaines basket tilt qui étaient des sabres, il y avait certaines basket tilt qui étaient juste des backswords qu'on appelle, qui n'avaient pas deux tranchants. Mais ultimement, mettons, surtout dans la version que nous on va utiliser en sparring ici, on s'entend qu'une basket tilt au final, c'est une épée à une main comme on les imagine au Moyen-Âge, mais avec un panier complexe en fait. Essentiellement, oui. Puis justement, la Schiavona, je pense que c'est une arme qui date d'avant la basket tilt, la Schiavona italienne, puis c'est le même principe avec une forme légèrement différente traditionnelle pour la garde, mais c'est une garde complète avec une lame assez large, avec une pointe, fait que ça réinvente pas le monde non plus. Mais à l'époque où les Écossais l'utilisent beaucoup, mais ça devient plus facile de s'en procurer, parce que il y a des lames qui sont faites en série en Allemagne de manière assez cheap pour pouvoir les importer, monter ça sur des paniers qui conviennent mieux à la personne qui va les porter, puis après ça, produire ça manifestement en assez grande quantité pour équiper au moins 3 énormes régiments des Highlands au milieu du 18e siècle. Ce qui est intéressant avec cette épée-là aussi, c'est en quelque sorte, loin de dire que ça rend l'escrime facile, parce que quand tu te rebats avec des adversaires qui ont le même genre d'armes, ça redevient tout aussi dur parce que le niveau est monté, mais moi je rappelle, admettons, dans un tournoi, je m'étais retrouvé avec une basket tilt contre un adversaire qui avait une épée à une main conventionnelle, parce il était épée buck, moi contre targe, j'ai décidé de lâcher ma targe parce que je trouvais que c'était un peu de l'overkill contre son buck. Il a décidé de lâcher son buck. C'est très honorable de sa part, quoi. Je voulais pas, j'avais recommandé le contraire, mais en tout cas... merci quand même, ça fait un duel plaisant. Là, j'ai essayé de pas trop sniper ses mains en remerciement de son honneur, mais c'était quand même difficile parce que justement ses mains étaient très vulnérables versus moi qui étais caché. Puis je sais pas, toi, là-dessus, clairement, moi, l'historique plus spécifique de chaque arme, c'est vraiment moins ma spécialité, mais comme tu connais plus la basket tilt, j'imagine aussi que ça a été un changement de paradigme quand ils ont commencé à faire ces protections-là, parce que moi j'aime souvent dire la joke que les gens ont réalisé un jour que leur doigt c'était important et se sont même mieux protégés, mais comme tu dis, il y a une question de science en arrière, là, c'est pas juste ils se sont pas réveillés après 10 000 ans de combat avec des armes blanches pour dire il faudrait peut-être protéger nos doigts, il y a des boucliers, il y a eu différentes solutions avant, mais ça reste que dans un duel à une arme, admettons, de se retrouver avec une épée comme la basket tilt qui protège vraiment bien la main contre des gens qui pourraient avoir des armes, soit, mettons, des brigands plus près, qui, admettons, ils vont avoir une hache, des armes improvisées. Un gourdin, tu sais, de se dire, hey, ma main est virtuellement indestructible comparé à tout ce que l'autre a à faire, ça doit simplifier énormément la dynamique d'un combat. Oui, en effet, mais il y a beaucoup d'enjeux qui jouent là-dessus, parce que la garde complexe, les gardes en panier, c'est pas non plus une invention du 17e, du 18e siècle. Si on pense à l'image populaire de tout ce qu'on a comme pirates qui ont des coups de lance avec des... les sabres avaient déjà des protections. Fait que ça réinvente pas le monde, mais il y a tout le temps des enjeux de... Combien est-ce que ça coûte de mettre un panier en plus sur une épée qui est déjà prend en chair ou qui est déjà coûteuse à faire en grande production. Mais tu sais, la basket tilt, c'est comme un peu c'est un des parangons de ce format-là parce que c'est une garde ouvragée avec des anneaux en avant, avec un tir en arrière, avec du tissu à l'intérieur pour garder la main confortable. Fait que toutes ces petites affaires-là sont amenées à un niveau assez élevé sur ces armes-là du 18e, 17e. Ouais, c'est intéressant quand même quand souvent les gens dans l'Empire britannique dépeignaient les Écossais comme de villes barbares, mais que tu regardes en fait
la complexité autant martiale, technique et genre même artistique de ces épées-là que tu te dis, ouais, c'est... Ouais, puis je veux dire, tu sais, c'est probablement juste un phénomène de l'impérialisme que de dire, si vous êtes pas nous, vous êtes des barbares. Il y a une raison pour laquelle vous êtes vassaux, tu sais, c'est parce que vous êtes pas aussi hot. Mais il y avait manifestement un bon niveau d'industrie, puis je veux dire, l'Écosse... c'est pas l'image justement qu'on aperçoit à travers ce prisme-là de voir l'Écosse, voir les Highlands spécifiquement comme une place remplie de barbares, puis il y a une différence entre Highlands et Lowlands, mais c'était quand même un pays très éduqué là, avec des universités reconnues, puis des penseurs célèbres dont les noms influencent encore les travaux d'aujourd'hui. Fait que il y a un petit peu de tout là-dedans, mais c'est vrai que les Highlands ont la réputation d'être l'archétype amérindien de la Grande-Bretagne. C'est les tribus autochtones d'Europe. Là. Ben, il y a un petit peu de ça, pis tu sais, le dicton qui est sûrement à la blague, c'est que le pire ennemi d'un Écossais, c'est un autre Écossais. Toutes ces choses-là qui sûrement ressortent dans d'autres contextes impérialistes. Ben, en tout cas, c'est très vrai dans les Highlands, certainement, oui. Mais oui, mais encore une fois, tu sais, c'est intéressant parce que ça informe un peu le discours que des gens ont à des époques sur les Highlanders, parce que justement, je suis en train de lire un livre qui est une reproduction d'un manuscrit anonyme qui a été trouvé dans une collection royale il n'y a pas si longtemps que ça, puis l'entrée de jeu du livre c'est « Hey, je vais vous parler d'à quel point les soldats, les Highlanders sont des bons soldats malgré ce qu'on pourrait penser d'eux, puis le fait qu'ils n'utilisent pas beaucoup leur gun ne veut pas dire qu'ils sont pas bons avec, juste qu'ils préfèrent se battre différemment, puis que leurs tactiques qui ont l'air absolument ridicules sont malgré tout extrêmement efficaces, puis je peux vous le démontrer de manière scientifique, puis c'est... Ça a dû être difficile à l'époque d'écrire ça et sans avoir peur de se faire genre jeter son livre par la fenêtre. Ben incidemment c'est un manuscrit anonyme. Je sais pas à quel point ça... Il y a eu tout ça là-dedans, mais bref, c'est 20 premières pages dévouées à dire hey, rassurez-vous là, il se passe vraiment quelque chose de vrai chez Highlanders, ils font pas juste n'importe quoi pour le fun. Puis c'est intéressant parce que au final, ben beaucoup de factions des Highlands ont fini par perdre pour différentes raisons, mais il reste cette idée-là qui faisait quand même bien leurs affaires. Le fait qu'ils utilisaient bien leurs fusils, mais surtout qu'ils savaient se battre à l'épée et qu'ils s'en servaient encore sur le champ de bataille. Quand j'étais dans le Fraser, on se plaisait à dire que la dernière charge d'infanterie à l'épée, c'était la bataille des Plaines d'Abraham, où le Fraser a chargé les Français. Puis je pense pas encore que c'est vrai parce que il me semble en fait, il me semble qu'il y a une autre instance de charge de Highland Charge à l'épée. Spécifiquement de Highland Charge, pas de charge d'infanterie à l'épée, spécifiquement de Highland Charge. Il y a une autre instance de Highland Charge à l'épée dans la guerre d'indépendance aux États-Unis parce qu'il y avait beaucoup de soldats écossais qui avaient été engagés dans les forces britanniques. Fait que c'est pas la dernière, mais c'est une des dernières Highland Charge. Oui, puis à ma connaissance, puis encore une fois, je mets tout le temps mon bémol que c'est pas ma spécialité, mais ça reste que je m'intéresse beaucoup à ça, puis en ce moment je suis dans une activité que le thème sur lequel on commence, on traverse l'histoire, puis même si c'est fictif, c'est ancré dans l'histoire du Québec. Puis justement, dans l'histoire qu'on joue, ben on commence sur ce qui s'est passé juste après la guerre de conquête. Ah oui. Puis le personnage que je joue dans ce game-là est un ancien milicien français qui a subi la charge écossaise, c'est pleine. Puis c'est intéressant parce que le maître de jeu s'intéresse beaucoup à l'histoire, fait qu'il est allé chercher des documents, des traces de ça. Il a même nommé des soldats qui sont morts durant cette charge-là pour créer le bagage. Ça c'est facile parce que c'est tous des Alexander puis des Malcolm. Non, mais je parle des miliciens français. Je parle de ceux qui ont suivi, mais de la manière que c'était décrit à partir des sources qu'il est allé chercher, parce qu'il a voulu refaire de quoi de fidèle à comment c'était détaillé. C'était impressionnant comment les gens qui étaient du mauvais côté de cette charge-là trouvait ça, tu sais, le décrivait comme étant quelque chose de terrifiant. Là, que c'était pas juste du monde qui avance vers toi. Ouais. Tu sais, il y avait quelque chose de justement, tu sais, quand on dit les armées à l'époque, on avait mis beaucoup de discipline militaire, de pas cadencer tout ça. Puis que d'un coup, les Écossais chargeaient en beuglant. Et tu sais, il y avait de quoi de. T'es plus habitué à ça, c'était plus la logique des champs de bataille. Exactement. Puis une des raisons pour laquelle on faisait ce format-là qui a l'air absolument ridicule à nos jours aujourd'hui, c'est que c'est plus facile de motiver du monde à être d'accord d'aller se battre s'ils sont avec tous leurs chums, en ligne, en rang, à suivre des ordres, à marcher au pas d'un tambour, puis qui n'ont pas besoin d'aller scolter les troupes d'en face de trop près, mettons. Au moins, ils sont à 30 mètres, fait qu'ils n'ont pas les jambes dans leur face. Mais quand soudainement le monde sont dans ta face, ben ça change un peu la donne pour quelqu'un qui, au final, ça ne tente pas vraiment d'être là. Non, c'est ça, le challenge en fait c'était vraiment de réussir à faire que tes soldats, quand on regarde les Highlanders, admettons, soient motivés à le faire, mais du moment que la switch était à on, ça devait être lit parce qu'en fait, ils passaient au travers des paradigmes normaux d'une milice professionnels ou non professionnels, que c'est juste des gens ordinaires qui veulent juste vivre à la fin de ça, puis qui essayent de faire leur job, puis ce qui est attendu d'eux. Fait qu'on essaie tout le temps dans les combats de
faciliter l'expérience que le combattant a à vivre pour justement réduire les bloquants, parce que sinon à un moment donné t'as pas de troupes qui sont capables de se battre. Mais là d'avoir des troupes que d'un coup ils se comportent comme des gens qui ont pas besoin de ça, essentiellement pour être prêts à faire ça, ben là c'est parce que les autres se retrouvent quand même au fait qu'ils ont pas envie de ça, puis là ça trempe dedans. Certainement. Puis on le vit dans certains jeux vidéo où justement tu joues une classe qui a un gun, tu te bats contre du monde qui eux veulent te rentrer dans la face, mais tu sais que s'ils réussissent à te rentrer dans la face, t'es un petit peu mort. Si tu fais du combat de lance contre des gens qui n'ont pas de lance, ben à partir du moment où quelqu'un a réussi à passer au-delà de ta lance, ben ça rend le combat très difficile pour toi en tant que lancier. Oui, puis on avait d'ailleurs, quand on avait fait le séminaire de lance avec Gabriel Mayotte, on avait fait le test à un moment donné de justement tester la Highland Charge pour le fun, contre des lanciers, mais qu'on s'était mis une team de lanciers aussi grosse que la team d'épéistes. Puis d'habitude, toutes les simulations qu'on a faites sans avoir une charge, puis que tu sais, on jouait avec des règles qui faisaient qu'on voulait pas mourir parce qu'on avait des conséquences, etc. Donc on simulait un combat réaliste où que les soldats veulent survivre. Les lanciers dominaient de façon absolument atroce les épéistes parce qu'il y avait beaucoup trop d'occasions de frapper, tout ça. Puis l'hésitation donnait l'initiative additionnelle. Mais quand on a dit vous chargez, vous en foutez de mourir, que le monde s'en a crié, ça a complètement changé la dynamique au complet. C'est sûr qu'on n'était pas des lanciers d'exception, on avait une journée d'entraînement. Mais justement, dans le cas de troupes régulières, c'est pas des non seulement c'est pas des lanciers d'exception, mais qui plus est, ils ont des lances de... Je sais pas à quel point le langage, on a du loup sur le langage. On peut se le permettre. Une baïonnette sur un fusil d'époque, c'est vraiment pas une bonne lance. Non, ça patch, mais c'est pas hot. T'as pas une bonne lance, t'es pas formé pour t'en servir, puis tu veux pas te battre au corps à corps. Puis en plus, ben, les gens qui te chargent dessus, eux, ça leur tente, ben, jusqu'à un certain point, j'imagine, mais ils sont motivés, disons. Puis ce que je disais, justement, c'est que la targe avait beaucoup à faire dans le fait de te prévenir d'un coup de baïonnette. T'sais. Si tu rentres dans quelqu'un qui veut te stocker, ben, tu vas mettre ta targe à une place où il veut te stocker, puis soudainement, les stocks n'ont plus vraiment d'importance. Puis encore là, non, si tu te contourner en disant je vais aller te stocker dans la cuisse ou dans la jambe par en dessous, ben c'est cool, mais c'est sûr que tu viens de donner la tête au moins au gars que tu frappes si tu réussis à le frapper, ou sinon à son voisin, fait que c'est sûr que tu meurs. Fait que c'est. Faut qu'on comprend pourquoi il y avait un certain niveau d'efficacité à ça, là, qui était pas universel. Évidemment, il y a des Highland Charge qui n'ont pas fonctionné parce que il faut quand même se rendre dans la c'est quand même un tout ou rien. Puis de ce que j'en sais, c'est que les pertes étaient quand même atroces généralement. Oui, absolument. Puis dans le cas de la bataille des plaines de Ram, ben, il y avait toutes sortes de tirailleurs autour de l'engagement principal qui a fait que oui, les Highlanders ont chargé, oui, les Français ont battu en retraite, mais ils ont quand même continué à se battre en retraite, puis ça a causé d'autres pertes. Ça a dégénéré dans d'autres choke points, tout ce qui se sont installés pour continuer à combattre. Les Écossais les harcelaient, puis c'était terrifiant, puis c'était quasiment un film d'horreur où t'as le slasher qui est tout le temps derrière toi. Mais ça a dû être un assez mauvais moment à passer pour la majorité du monde impliqué là-dedans. Et que dire du Chevalier de Lévis qui arrive sur ses entrefaites par la suite? On dépasse un peu la basket. Mais bref, fait que point. Basket écossaise, on appelle aussi la Claymore. Incidemment, quand on dit Claymore, souvent on pense à l'épée. On pense tout le temps à la grosse épée à deux mains, comme on voit William Wallace avoir dans un film qui n'est même pas vraiment le. Et Claymore, c'est un peu l'équivalent de katana pour les Japonais. Là. Katana, ça veut dire essentiellement épée. Claymore, ça veut dire à peu de choses près épée en gaélique. Claymore, ça veut dire grande épée longue. Fait que du moment qu'une épée est grande ou longue, ben ça peut s'appeler une Claymore. Fait que il y a toutes sortes de documents qui disent les Écossais ont chargé à la Claymore sur les plaines de Ram. Vous imaginez avec les épées de deux mains. Ce ne sont pas ce genre de Claymore, ce sont des basket-îles écossaises avec des paniers. Ben, ça c'est intéressant parce que quand on regarde que beaucoup des basket-îles du stade de l'époque, c'était quoi? C'était des lames de 31 pouces qu'on parlait là. C'était pas c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui sur la scène de tournoi, ce qu'on voit beaucoup, c'est des lames qui vont compétitionner avec des sabres de 32, 34, 36, parfois plus longs. 38 même. 38 occasionnellement. Mais les Highlanders de la mi-18e siècle, à cause de famine, puis j'imagine juste la manière qu'ils sont faites à l'époque, ça je ne me connais pas trop là-dedans, je ne vais pas m'avancer, mais c'est pas des gens très grands. Dans les documents du Fraser, le soldat le plus grand qui est enregistré fait 5 pieds 11. Fait que ça, c'est le plus grand soldat. Ça veut dire que la moyenne est beaucoup plus basse que ça en réalité. Puis il y a beaucoup de soldats qui ont un petit peu un passe-droit pour entrer dans l'armée britannique parce que normalement, ils devraient être aussi grands que leur gun, puis c'est pas tout le temps vrai. Les Longland Pattern Brown Bess Musket, c'est quand même des fusils assez longs à l'époque, fait que ça prend une certaine grandeur. Mais bref, les Écossais, c'est pas des grands de personnes. Puis quand on voit des basket-hill broadsword de l'époque, on réalise à quel point c'est vrai parce qu'elles ont de tout petits paniers. On peut même pas mettre nos mains dedans. Pour beaucoup de combattants d'aujourd'hui, ces paniers-là sont juste trop étroits pour être confortables, encore moins avec un gant à l'intérieur. Fait ça a l'air des épées pour enfants occasionnellement. Fait que la longueur de ces lames-là a dû varier énormément à travers les époques. Mais il y a aussi l'enjeu de métallurgie, c'est que si tu dis en gaélique, on s'entend que c'est un langage qui est quand même plus vieux. Oui. C'est pas jeune. Oui, puis, fait que tu dis grande épée, mais la métallurgie du début, mettons, du Moyen-Âge versus la métallurgie de l'époque des basket-hills a quand même varié, qui fait que les épées se sont allongées aussi en général. Oui, fait que c'est intéressant parce que tu dis,
si tu dis en gaélique que justement Claymore ça veut dire grande épée, puis que le terme c'est un peu dénaturé pour éventuellement juste vouloir dire épée essentiellement, parce que toutes les épées étaient de facto grandes rendues au 17e siècle comparé à des armes de l'époque que ce mot-là était plus courant, j'imagine. Probablement, oui. Mais, tu sais, c'est ça. Quelle est la différence entre grande épée, la longueur d'une épée bâtarde à 2 mains, à 1 main et demie, peu importe, versus grande épée, une épée à 1 main. C'est comme la différence qu'on fait entre épée courte et épée longue aujourd'hui. Dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, c'est très marqué la différence d'une épée courte et une épée longue, mais historiquement, il n'y a pas tant d'épées. Mais beaucoup de ces nominations-là sont modernes même. C'est ça, exactement. Il y a des épées, puis il y a des couteaux, puis il y a des gros couteaux, puis il y a des petites épées, mais il n'y a pas forcément un espace clair entre les deux où, mettons, on fitterait genre l'équivalent d'un wakizashi qui est comme un entre-deux entre un tanto puis un katana, je ne connais rien là-dedans, mais bref, il n'y a pas forcément des choses aussi claires que ça. Encore une fois, Claymore, c'est très vaste. Ah, puis tu sais, c'est intéressant aussi, parce que mettons, dans des trucs comme D&D, si je ne m'abuse, dans Dragon de certains univers, une épée longue, c'est juste une épée à 1 main qui est longue. Ouais. Alors que nous, dans notre langage d'entraînement, une épée longue, c'est l'épée à 2 mains. Ouais. Exactement. Fait qu'on voit que de toute façon, de base, par culture, par endroit, par nomination, par source d'information, si tu prends D&D comme source nommer les armes, ça se peut. Ouais, tu seras surpris quand tu vas parler à des historiens. Puis justement, Claymore, on a une couple d'exemples de Claymore qui ont traversé les âges d'épées courbes, de lames de sabre qui sont montées sur des paniers écossais, puis ça fait des Claymore courbes qui sont appelées occasionnellement Turkale, me semble. Parce que c'est des lames turques, je suppose. Bref, c'est pas non plus tout le temps des épées tranchantes avec une pointe droite. Des fois, c'est des épées courbes qui sont montées sur un panier écossais et soudainement, c'est des Claymore entre grosses parenthèses, entre gros guillemets, disons. Encore une fois, c'est leur terme culturel, linguistique de dire épée au final. Tout va être une épée. Exactement. Un peu comme la différence entre cimetière et sabre, dépendamment de qui tu demandes. Ouais, j'ai vu récemment qu'il y avait même un débat culturel là-dessus, puis elle pouvait être assez intense. Là. Oui, j'imagine, ouais. C'est un peu moins dans ma tasse de thé. Bref, tout ça n'est pas tout clair. Fait que, où est-ce que je m'en allais avec ça? La Claymore écossaise, il y a une présence de ça en Nouvelle-France à cause du 20e Fraser. Puis c'est par là que ça nous provient. Puis c'est une épée qui est complète. C'est une épée de taille de stock, avec une bonne protection pour la main, avec des anneaux, des podanges qui servent à venir emprisonner une arme, souvent avec des T qui servent à retenir une arme contre l'arrière du panier. Ça protège l'avant-bras aussi parce que c'est une longue manchette. C'est un panier complet avec une vraie manchette là, qui remonte jusqu'au poignet. Puis c'est des lames qui sont faites dans différentes largeurs. Fait qu'il y en a des plus larges qui seraient prendre des meilleurs choppers, comme il y en a des plus minces, dont des backswords, qui sont des armes plus agiles. Il y a beaucoup de stigmates autour des Spadroons. Parce que de ce que je comprends, ce ne sont ni des armes qui font bien les stocks, ni des armes qui font parfaitement les stocks, ni des armes qui font parfaitement la taille, mais ça reste des armes potables dans les deux cas. Mais les backswords écossaise tombe un petit peu dans ce format-là. La différence entre un Spadroon et une backsword assez mince, c'est juste le panier en réalité. Fait que les deux le Spadroon va être plus proche, comme je pense, en termes de garde d'une small sword. Ouais. Dans ma tête, souvent, si je veux me représenter un Spadroon, j'imagine une très grosse small sword. Moi, j'imagine une small sword qui peut couper. Ouais, c'est ça. Puis comme de fait, il y a des small swords qui peuvent couper, justement. Fait que c'est à peu de choses près, presque des Spadroons. Encore une fois, il faudrait demander à des experts là-dessus de se chicaner sur où s'arrêtent les dénominations. Les débats sur les Spadroons sont tout le temps magnifiques aussi. Oui, ça enflamme les émotions. Fait quoi, il y a beaucoup de range à cette arme-là, il y a beaucoup de portée. Puis c'est pas rare d'entendre les gens parler de la basketille écossaise comme la meilleure arme de duel ou la deuxième meilleure arme de duel derrière la rapière. Ouais. Parce que c'est des armes qui sont très complexes, très bien faites pour se battre à l'épée avec. Parmi les plus récentes aussi en termes de développement martial. La rapière a un range d'existence beaucoup plus long et beaucoup plus confus entre qu'est-ce qui est une rapière, qu'est-ce qui est une side sword, puis quand dans l'évolution. Mais de manière intéressante, je pense que la rapière, ça remonte à bien avant la basketille. Moi, c'est ça, à ma connaissance, c'est beaucoup plus vieux, mais ça a énormément évolué entre les premières et les dernières. Oui, puis encore une fois, c'est des questions d'usage, parce que si t'as des rapières à l'époque où les fusils commencent à être intéressants, ça devient de moins en moins une arme de champ de bataille, je suppose. Puis ce qui reste de ça, c'est de la small sword que tu vas utiliser dans d'autres contextes, ou dans des contextes très spécifiques. Mais les Écossais ont un intérêt pour la tradition martiale, pour les épées spécifiquement, fait que il demeure une forme de rapière sous la forme de la basket tilt. Puis on le voit quand on se bat,
Parce que si on prend une rapière, qui est une arme de taille d'estoc, puis qu'on la manie essentiellement comme une basket hilt, ben ça donne des performances tout à fait potables. Comme de fait, ça m'est arrivé une fois ou deux là, d'aller faire du tournoi dans des catégories de rapières, puis les gens me disaient « Ah, Laurent, c'est pas une basket hilt, t'arrêtes de te battre de même. » Je disais « Ouais, mais en même temps, ça marche. » Fait que, tu sais... Ouais, puis là, il y a des mouvances dans certains tournois de dire « Ah, telle coupe avec la rapière serait pas bonne sur cette cible parce que ça passait de power. » Fait que là, il compterait pas certaines touches, fait que tu pourrais moins jouer à ce jeu-là. Beaucoup de monde sont très hésitants sur les tailles avec des rapières, à quel point ils seraient efficaces. Ben moi, la question que j'entends souvent, c'est plus le côté le torse. Ouais. De dire que tu sais, souvent, t'as quand même un minimum de vêtements qui fait que comme la coupe est moins forte, puis que c'est des cibles soit très résistantes, la cage thoracique, soit basse, puis quand même résistante par le fait que si t'as de quoi qui empêche qu'il absorbe un peu la coupe, puis que c'est mou en dessous, ben t'as pas d'os à péter, puis tu vas difficilement trancher. Fait qu'ils disent les avant-bras, la tête, la gorge, c'est bon. Les jambes aussi, mais le torse moins. Fait que j'entends parler de systèmes qui disent à la rapière, les coupes au torse comptent pas. Ben, il me semble que quand André Harrer avait mis de l'avant un système pour un tournoi de Destreza Nova, il y avait un range il y avait un éventail assez large de valeurs de coups différents pour représenter l'usage de la rapière. J'imagine que lui est mieux placé que nous pour en parler. Non, ça c'est clairement un expert en la matière. Mais ça, on en parlera quand on jasera de tournoi, là, mais ça, c'est mettre de la job au juge aussi. Ça peut avoir potentiellement d'autres conséquences. Là. Ça peut être le fun pour une expérimentation, mais est-ce que c'est de quoi qu'on veut à grande échelle dans le sport? Ça peut être touché. Mais c'est facile de voir à l'opposé une arme qui est traditionnellement de manière plus courante, beaucoup plus large, beaucoup plus lourde, comme la basket hilt, être utilisée aussi un peu plus en estoc. Puis j'avais argumenté à l'occasion d'un atelier ou deux là, sur le fait que faut pas négliger la possibilité de stocker à partir d'une basket hilt. Ce qui rend ça intéressant, c'est qu'une arme qui est lourde, puis qui a beaucoup de sécurité dans la main, c'est une arme avec laquelle c'est facile d'avoir de la présence à travers un combat, c'est facile de prendre le centre, c'est facile de peser sur l'adversaire. Puis si on prend le centre, si on pèse sur l'adversaire, si c'est nous qui avons l'initiative à cause de ça, ben c'est extrêmement aisé de passer un estoc qui contrôle en plus l'arme de l'adversaire. En tout cas, de notre côté, l'escrime qu'on a basé sur la basket hilt comprend beaucoup d'estoc dans notre... Fait que c'est des armes lourdes qui sont souvent vues comme des armes plus tranchantes, mais j'aime pas ça qu'on leur enlève leur facilité à l'estoc pour autant. Puis tu sais, on a tout le temps été prudent avant d'apprendre nos leçons. Vincent Cyr et moi, on en a fait pendant un certain temps là, de se battre avec des épées pleine largeur, plein poids, de voir comment ça se comportait. Puis la réalité, c'est que oui, les estocs sont moins rapides qu'avec d'autres armes, avec une basket hilt, parce que forcément, à cause du poids, mais ça ne les rend pas du tout impossibles. Au contraire. Non, puis souvent l'enjeu, en fait, c'est beaucoup plus dans un contexte surtout moderne, sportif, que c'est pas ta seule carrière ou ce que tu vas en faire, tout ça, puis que t'as ça une vie autour. C'est en termes de sparring prolongé, puis de pratique sportive, c'est que là, t'as des risques de blessures, puis t'as envie de parler plus vite parce que tu joues avec un objet qui est beaucoup plus lourd, comme de moins fait, optimisé pour le sport. Comme de fait, faire de la pratique régulière et très intense de basket hilt lourde, complète, ben c'est difficile sur les articulations. On a au moins quelques preuves anecdotiques de premiers témoins. Ouais, ben tu sais, on peut juste le voir aussi dans la pratique du sport qu'on fait versus avant qu'on avait des épées en bois qui étaient lourdes ou des armes moins optimisées pis tout ça, puis des gens qui avaient des tendinites, des affaires dans c'était hyper commun. Alors qu'aujourd'hui, on a des outils, un, plus proches des poids historiques et deux, aussi des outils optimisés pour la pratique sportive / d'entraînement. Puis ça fait qu'on a beaucoup moins de blessures articulaires à ce niveau-là. Oui, puis on apprend aussi nos erreurs. Il y a des manières de faire pour pas exagérer non plus. Il y a des coups qu'on fait à la sauvette ou de manière désespérée qui sont extrêmement difficiles sur nos précieuses, fragiles articulations que avec l'expérience, on réalise qu'on veut peut-être pas en faire autant que ce qu'on pensait faire. Là. Tu sais que t'es capable de le faire, garde-le pour la fois que ça sera naturel de le faire, mais pratique-le pas plus. Absolument nécessaire. Exactement. Une des affaires intéressantes, on en parlera dans un prochain balado, où on va discuter des origines de la scrimicie, puis ces choses-là, puis surtout notre processus d'évolution dans notre matière. Mais une des choses souvent qui est drôle, c'est que j'entends des élèves dire « Ouais, on aimerait ça avoir un cours de basket hilt, puis on aimerait ça en monter un éventuellement pour jouer vraiment sur les subtilités de l'arme parce qu'il y en a. Mais souvent, ce qui est drôle, c'est que puis que les gens sont tout le temps un peu sceptiques quand on en parle au début, c'est qu'en fait, tout ce qu'on enseigne à l'épée de main est basé sur la broadsword et adapté de la basket hilt à l'origine. À part peut-être quelques subtilités comme genre comment qu'on montre à sniper main parce que c'est moins valide avec une basket hilt. Oui, quelques légères différences de garde quand t'as pas une garde complète. Mais en effet, il y a une basket hilt de caché derrière tout le matériel de la scrimicie, ou presque. Puis, mais on donne pas vraiment de cours réguliers de basket hilt. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi populaire qu'une épée chevaleresque, une épée normande, une épée standard
Arming Sword on ne peut plus commune dans l'opinion des gens. Puis je pense que c'est moins connu de manière générale, fait que c'est moins demandé. Fait que c'est tellement plus facile d'intéresser du monde à se battre comme des chevaliers que ça l'est de les intéresser à se battre comme des Highlanders du 18e siècle. Ouais. Ironiquement, moi, à l'origine, c'était plus ça mon intérêt. Tu sais, moi, c'était l'épée une main. Si je faisais de la une main, ben standard. Mais avec le temps, j'ai fait... Ouais, tu sais, je suis pas en train de m'entraîner pour gagner au 12e siècle. Je m'entraîne pour y être compétent, c'est-à-dire que je fais ma dose d'Arming Sword pareil pour... avec un débrouillard. De toute façon, c'était une arme qui était genre combinée avec autre chose. Mais ça reste que, tu sais, quand je me retrouve avec un sabre ou avec une basket hilt, puis que justement ma main est protégée, j'ai le sentiment que je viens de perdre la pression dans le duel. Tu sais, quand je dis dans le sens, ça vient de baisser la pression sur moi. Là. Le fait que je dois pas être aussi alerte pour ma main parce qu'elle est couverte, ça change beaucoup la dynamique. Mais on en parlait tout à l'heure, justement, tu sais, dans un contexte d'épée buckle, une basket hilt, c'est essentiellement une épée et un buckle dans le même outil. Fait que c'est pour ça que ça file un peu injuste des fois de se battre contre des gens qui ont des Arming Sword, des mains entièrement exposées, puis un buckle de l'autre côté. Mais au moins, s'ils gardent leur buckle, quand moi j'enlève ma targe, ça me va. Mais non, j'avais fait ça contre André Ahar à Valdé en tournoi. C'est une anecdote que j'aime bien répéter. C'était au début de mon escrime, jusqu'à un certain point. Puis je m'étais rendu contre lui, je pense, en demi-finale ou quelque chose du genre dans un tournoi, un tournoi d'armes mixtes. Puis moi, j'avais basketé le targe. Puis lui, il avait sa rapière, je pense, toute seule. Il n'y avait pas de main gauche. Il me semble que non. Fait que je suis rentré dans le combat, puis j'ai voulu enlever ma targe par respect, par politesse, parce que sinon ça allait être niaiseux. Puis André est venu chercher ma targe, puis il me l'a redonné, puis il m'a dit non, prends-la, parce que sinon ce sera pas le fun. Fait que je me suis battu targe basket hilt contre lui avec sa rapière, puis j'espère que ça a été le fun, parce qu'il m'a quand même battu. Enfin, finalement, malgré tout. Aussi insultant à la limite que ça pourrait paraître, mais bon, quand on connaît le personnage. Il avait quand même raison, ouais. Mais il avait raison. S'il a réussi à te battre quand t'avais ta targe, c'était bien que tu l'aies. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est un peu notre buckle intégré, puis quel bon buckle ça fait en réalité. Ben, moi, j'aime bien le fait que oui, c'est sûr que ma main n'a pas nécessairement d'outils dedans. Mais ça fait aussi que ma main est disponible pour d'autres actions comme des saisies, des errances, ce qui est plus facile avec une main libre qu'avec un buckle dedans. Même si on a tous très bien appris à saisir avec une targe ou un buckle en main, c'est pas si dur que ça. Mais à mes premiers tournois, justement, faire targe basket hilt parce que le monde se battait épée buckle ou épée bouclier, je me sentais souvent un peu bizarre parce que ça m'enlevait toute la possibilité de faire ceci. Puis je me suis demandé souvent si ça vaudrait pas juste la peine d'avoir une main libre puis pouvoir saisir quelque chose plutôt que d'avoir la targe avec laquelle j'étais pas très très bon de toute façon. Puis encore aujourd'hui, ma targe, la manière qu'elle est faite, c'est qu'au lieu d'avoir une poignée au bout, j'ai une sangle que je peux lâcher pour saisir quelque chose à la place, parce que je veux pas avoir la main coincée dans ma targe. Puis je pense qu'on a probablement assez d'exemples historiques de targes qui sont strappés à un bras plutôt que tenus dans une il y avait des variations de position de la targe pour autant tenir le dirk au bout, etc. Donc juste pour être capable de tenir le dirk. Ça, c'est pas entièrement clair. Puis ça se peut que ce soit un peu plus une légende urbaine, parce que je sais pas à quel point il y a suffisamment de sources de targe dirk pour dire que c'était endémique, que c'était vraiment bien répandu. Versus je sais qu'il y a eu un reportage là-dessus, mais je pense que c'était Deadliest Warrior, puis ça vaut ce que ça vaut. Là, mais... c'est ça. Puis c'est pas difficile dans la culture populaire de trouver, dans l'histoire populaire, de trouver des affaires qui sont plus ou moins bien documentées ou un petit peu juste fantaisistes sur les bords. Des fois, il faut se méfier. Puis Targe Dirk, je suis pas entièrement convaincu, puis je suis pas un expert là-dessus, mais je suis pas entièrement convaincu que c'était vraiment le standard qu'on pense que ça a été. Moi, j'ai le sentiment que c'était plus de quoi de particulier dans des contextes spécifiques si ça existait. Ben, encore une fois, tu sais, la targe de manière générale, on n'a pas une tonne de bonne documentation. C'est comme. Mais c'est parce qu'en tout cas, nous, dans l'utilisation qu'on en fait, c'est particulièrement simple à entraîner et à utiliser. Fait que est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un besoin d'une documentation très élaborée? Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une documentation très très large pour dire, hey, si t'as un gros bouclier qui fait la largeur de ton torse, peut-être que c'est pratique de le garder sur ton torse. Tu vois, c'est intéressant parce que tu sais, toi, t'avais ta poignée pour saisir. Puis moi, quand je l'ai utilisé, ça m'a pas bien servi en tournoi, ceci dit, parce que les juges pensaient que je me faisais pogner dans ma targe. Ouais. Mais j'étais capable, avec la poignée plus centrale, de venir parer avec le tranchant de la targe, puis de flipper ma main pour aller saisir le fort après. Ah ouais. Puis je me rappelle, j'avais un adversaire justement à un tournoi qu'on se battait contre. Puis il m'attaquait, il me frappait, je parais, je saisissais, puis je leur frappais dans la tête. Ouais. Puis les juges, ils donnaient le point parce qu'ils disaient qu'il avait touché ma main à l'intérieur. Puis le premier coup, il a protesté. Ouais. Puis les juges ont annulé la passe. Mais c'est arrivé 3 fois de suite, j'étais systématiquement capable de le placer. Ouais. Puis la deuxième fois,
les juges ils ont refusé qu'ils refusent les points puis qu'on annule la passe. Ils ont donné les points. Puis la troisième fois, c'est sorti par réflexe parce que visiblement ça allait bien. Puis genre pas. Puis à la fin, lui puis moi, quand il donnait les points, qu'il lui donnait les points à lui, puis que lui savait clairement qu'il s'était fait avoir, ben on riait, puis on levait les épaules, on en partait de notre bord. Fait que. Ah, ça c'est difficile pour des juges. Je pense que c'est Pascal Thériault qui en parlait à Gabriel Maillotte il y a de cela presque 10 ans de genre ah oui, si tu vas te battre avec un bouclier, tu prends sur toi le désavantage qu'il y a une partie de tes actions qui vont être cachées par ton bouclier, fait que les juges vont avoir du mal à le voir. C'était déjà le genre de discours qu'il y avait autour du tournoi, le fait de gamer un système ou bien de se faire gamer le système contre soi par le fait qu'on a un bouclier. Puis justement, très récemment, j'ai arbitré de l'épée box pour la première fois. C'est la première fois que j'arbitrais. En tout cas, une des premières fois que j'arbitrais de l'épée box. Puis c'est vrai que ça ajoute un niveau de complexité quand une partie de l'action, même si elle est de ton côté, elle est susceptible d'être en dessous du bouclier d'un des combattants. Fait que tu la vois m'aimer par la force des choses. Ah, c'est pour ça, selon moi, que ça prend plus de juges, mais c'est un autre sujet. Oui, puis qui plus est, si t'as une basket tilt, ben ton bas, il cache rien, parce qu'il est autour de ta main. Donc c'est clairement une arme supérieure, puis je devrais pas avoir besoin d'en dire plus. C'est la conclusion. Je pense qu'on pourrait finir tous les podcasts sur cette note-là. Je suis très à l'aise que ça soit ta signature de fin. Là, Fait que ouais, pas beaucoup de basket tilt au final, même dans les activités de l'académie, qui sont quand même... mais on a quand même nos racines beaucoup là-dessus à cause du lien entre le Fraser et les pratiques libres, où ce que moi j'ai rencontré Gabriel au Fraser à l'origine. Ouais. Dans le temps, c'était au Québec High School. Ouais. Puis la première heure, il donnait un atelier d'1 heure de ça. Puis après ça, on avait 2 heures de pratique libre. Quelle belle époque, 3 heures de pratique libre. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés dans le temps. Puis moi, j'arrivais bien pédant de ce que j'avais appris dans un autre groupe, convaincu que c'était la réalité. Puis là, j'avais les bras croisés, je regardais Gabriel qui expliquait ses trucs. Puis Gabriel voyait que j'étais zéro réceptif. Puis à la fin, j'y ai dit mes critiques, ben pas mes critiques, mais mes doutes par rapport à ce qu'il avait dit. Puis il m'a dit, ben écoute, tu peux tester votre battre avec Laurent, puis tu m'avais explosé la gueule lamentablement. Puis ça, c'était il y a 10 ans à peu près. C'est il y a 12 ans, 12 ans. Puis tu vois, j'ai encore ce genre d'interaction-là avec soit des étudiants de l'académie, soit des gens d'autres écoles. J'ai encore exactement le même genre d'approche où on discute avec des gens de pourquoi est-ce qu'on pense que ce qu'on fait est moins idéal ou pourquoi est-ce qu'on pense que ce que nous on fait est préférable, puis on n'arrive pas à s'entendre, puis finalement, ben, faut qu'on leur passe dessus. Faut qu'on se batte avec pour ce qui est fun, moi, c'est quoi qu'on peut démontrer, mais encore là, il y a des naysayers, même après s'être fait battre. Oui, puis ça. Moi, ça avait été une révélation, parce que j'arrivais là convaincu de ce qu'on m'avait enseigné à l'autre place, puis tout ça, puis quand j'étais arrivé là, j'étais comme non, j'y crois pas, puis tout. Puis après ça, ma première réaction était ok, je vais essayer de les battre à leurs propres règles, puis ça va m'apprendre à être tactiquement adapté. Mais à un moment donné, je recevais des coups, surtout qu'à l'époque, on avait des protections un peu de boboche. Puis il y a des coups que tu me faisais que j'étais comme, ouais, si t'avais voulu me faire mal, si l'arme avait été tendance, parce que moi je doutais notamment du fait de pouvoir frapper avec un petit mouvement du poignet. Là. Ce que j'avais appris, c'était tout le temps gros moulinet, sinon c'était pas assez fort, tu sais. Puis là, c'était la première. Puis souvent on arrêtait les coups parce qu'on n'avait pas de protection, puis c'était du spectacle, fait qu'on touchait pas à la cible, fait que tu sais, c'était facile à prétendre, on n'avait pas l'info. Mais tu sais, quand j'ai commencé à me manger des coups dans ma petite veste blanche d'escrime de nos basketteurs avec des lames de mortuaire qui étaient quand même relativement sécuritaires, mais ça reste un peu trop pour le niveau de protection qu'on avait. Je dépendais beaucoup de mon partenaire pour être en sécurité. Mais que tu me donnais des coups, j'étais comme, je le sais qu'il l'a retenu. L'arme est pas tranchante. Puis c'est assez pincé de me dire que c'est évident que genre il y avait pas besoin de faire un gros moulinet de la mort pour avoir un coup qui me blesse. Fait que tout à coup j'ai commencé à arrêter de croire en ce que je croyais. Puis là, dans les semaines qui ont suivi, j'ai changé le mindset pas mal, mais c'était c'est le genre de choses qui me laisse donner beaucoup de crédit justement aux fameuses tailles de rapière. Parce que je sais qu'avec une lame de mortuaire ou une lame de petite fédère castille comme celle que j'ai sur ma basketille que j'utilise dans le tournoi, ben je retiens les coups que je donne juste ou presque juste du poignet. Je lance des coups qui sont presque fouettés, là, avec un petit peu de coude, un petit peu de poignet, mais surtout du poignet. Puis je retiens ces coups-là parce que je sais que si je les lance à pleine force, ils vont snapper quelqu'un, ils vont faire mal. Mais une rapière qui a un peu plus de longueur, qui penche un peu plus vers l'avant, pour un peu que tu lui donnes de l'élan, même si la lame est pas super lourde derrière, il doit y avoir assez d'énergie là-dedans pour trancher quelque chose, même si c'est pas le meilleur cutter, même si une fois que la tranche est amorcée, ben, elle perd vite de sa force. Ben moi, le sentiment que j'ai, c'est un peu comme dans nos règles de combat avec le 3 secondes, j'ai le sentiment que c'est probable qu'avec la rapière, ta coupe ait moins de chances de mettre fin au duel qu'avavec, admettons, la basket-hilt écossaise, qui a une lame de broadsword, tu sais. Mais les deux au final font des dégâts desquels avec la médecine d'époque tu te remettras pas très bien et qui vont ralentir ton duel si tu n'as pas attaqué suicidairement puis que tu t'es mis en sécurité après l'avoir fait puis que tu peux continuer. Ce que j'ai tendance à dire, si je me battais, je veux pas me faire toucher. Fait que même si ta coupe est pas assez pour me tuer puis que dans un combat je peux décider de dire je serre les dents puis je t'arrache la tête, ça reste à mes yeux pas une manière valide
de m'entraîner et de me battre en duel dans le long terme. Non, puis il y a des traces à une certaine époque du fait que les gens qui faisaient du combat de gladiateur ou du combat pas de championnat, mais qui faisaient du combat un peu comme tels les champions d'un clan versus champion d'un autre clan, ou champion d'une place versus champion d'une autre place, il y a des traces du fait que le but n'était pas forcément de tuer l'adversaire, mais de démontrer sa supériorité martiale. Fait qu'il y a des enjeux de juste blesser l'adversaire là où on pourrait le tuer, ou juste endommager son vêtement ou son équipement à la place de le tuer pour montrer le fait qu'on est meilleur sans avoir forcément besoin de tuer quelqu'un. Ouais, puis ça informe aussi les armes que tu peux utiliser. Tu sais, comme là, je mélange peut-être un paquet de choses, fait que prenez ce que je dis avec un grain de sel, mais je me rappelle que justement, notamment André parlait beaucoup du fait que la rapière en Espagne, Catalogne, etc., a été utilisée pour beaucoup de combats de rue, en fait. C'est que c'était pas juste une image d'une arme noble, mais que c'était beaucoup utilisé par dans des règlements de compte tout ça. Ouais, ils font une différence entre destressa... la destressa vulgaire. La destressa vulgaire. Manifestement, parce que oui, en effet... Mais puis une des idées que je me dis, c'est que tu te mets à une époque que si tu tues ou tu blesses gravement ton adversaire dans un duel, c'est quand même punissable de mort. T'sais, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas. C'était pas le free-for-all, tout le monde fait se tuer avec une épée en disant duel d'honneur puis ça s'arrête là. C'était pas permis. Non, très souvent dans l'histoire, le duel judiciaire, c'est pas encadré par la loi. Non, c'est ça. Ben, c'est celui judiciaire qu'à certaines époques, ou ben après ça, c'est que les deux s'auto-accordent une légitimité de dire on va décider que le gagnant a raison. Ouais, duel d'honneur plus que duel judiciaire de raison. Mais puis je trouve ça intéressant parce que dans une idée de même que tu vois la rapière commencer à évoluer, puis être, comme tu dis, un moins bon cutter, puis les êtres humains instinctivement coupent quand même plus qu'ils estoquent, puis même si t'as une arme qui est bien optimisée pour ça. Puis je me dis, ben là, si t'es dans un contexte que tu veux pas blesser gravement parce que tu veux pas handicaper la personne sinon il y a des conséquences graves, encore pire si tu le tues, ben du coup tu te dis, dans un combat de ruelle, tu veux faire ton duel d'honneur sans qu'il y ait des répercussions, une rapière qui est un moins bon cutter, tu sais, il faut que tu travailles fort pour avoir des grosses blessures. Oui. C'est une épée intéressante de dire on peut se battre. Ouais, on va clairement savoir qui a battu l'autre parce qu'il va me blessure, mais c'est beaucoup plus facile pour moi en retenant un peu mon arme et en utilisant une arme qui est moins optimisée pour ça, de te faire une coupe même d'en face qui te tuera pas. Ouais, c'est intéressant. Fait que tu sais, moi ça a été tout le temps, pis je sais pas si à quel point c'est documenté, si cette idée-là m'est venue de quelqu'un qui m'a parlé que c'était une réalité, mais la rapière m'a toujours semblé une solution intéressante sur dire toi puis moi on va se battre au premier sang, mais on veut pas prendre le risque d'être blessé gravement pour pas que la loi intervienne ou juste parce que ça nous tente tous les deux de régler nos comptes sans avoir de conséquences après. De mon souvenir, il y a définitivement ça en rapière où c'est le maestro Martinez et André, les deux, m'avaient parlé à des moments différents du fait que si tu blesses ton adversaire, c'est suffisant. Tu peux juste te satisfaire de ça puis avoir gagné ton duel. Puis il y a manifestement cette idée-là ressort dans ce qu'il enseigne. Puis l'épée, comme commande cutter, la rapière me semble particulièrement appropriée pour réduire le risque. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fait que t'as pas une lame de 2 pouces de large qui va t'arracher un os, ben je veux dire, tu peux donc, quoique ça dépend où tout, mais je veux dire, demeure que tu sais, tes chances de dire je vais te frapper pour te blesser, mais que mon but c'est pas de te tuer ou de te mutiler, ben ça me semble intéressant, tu sais. Ouais, puis ça c'est une discussion dans laquelle on pourrait tomber violemment pendant des années, mais tu sais, les effets du vêtement sur la qualité des coups, ça aussi c'est énorme. À une époque, le monde se bat en 4, mettons, ça joue, puis... Il y a juste l'absorption, puis tout ça. Ben, ça fait en tout cas un bon tour d'horizon sur la basket hill. les gens à la Scrimsy qui nous demandent des cours de basket hill, sachez que vous en avez depuis votre premier cours en quelque sorte. On vous a juste pas mis le panier. Fait que vous voyez juste ça que vous apprenez à la façon difficile. Le jour où vous avez une basket hill dans les mains, vous avez moins de besoin d'une garde aussi difficile à maintenir. Vos doigts sont mieux protégés. C'est juste plus facile. Puis j'espère que les gens la réclament de plus en plus dans le futur. Là, on a une petite scène canadienne qui commence à bien s'établir. Fait qu'il y a de plus en plus de basket hill autour de nos activités. Non, puis en vrai, on en a quand même quelques simulateurs. Bon, c'est les synthétiques, je pense Rawlings, que je suis pas un fan, mais ça reste qu'on a quand même quelques jouets pour ça. Oui, absolument. Puis on a beaucoup d'élèves qui s'achètent leur première épée en acier et souvent un basket hill. Ouais, j'ose espérer que j'ai réussi à influencer assez de gens pour les encourager à aller vers cette arme-là. Ben moi, c'est ma première recommandation. Je dis, tu sais, tu fais en masse d'Arming Sword, puis plus d'Arming Sword qu'elle était historiquement utilisée de toute façon, parce que on fait beaucoup de duels dans nos débutants pour le rapport à utiliser l'épée à une main, mais seul, ce qui était peu utilisé, c'était genre combiner un bouclier ou quelque chose. Ouais. Fait qu'on leur apprend à se battre avec une épée à une main qui, dans la vraie vie, se passe beaucoup moins, je vais le dire comme ça. Pas d'usage de duel 1 contre 1 aussi net. Non, c'est ça. Fait en fait, moi je recommande, si ton but c'est de faire de l'épée à une main en duel vraiment, comme les compétitions qui mélangent sabre, basket hilt, etc., ben je dis achète-toi une basket hilt. Ou achète-toi un sabre parce que rendu là, ça marche aussi bien. Moi, personnellement, à cause des tendinites que j'ai faites dans le temps, même la basket hilt, j'ai trouvé un peu trop lourde, mais moi j'ai le sabre, puis le sabre répond super bien à mes enjeux de force, de vitesse, tout ça. Mais j'utilise, c'est vrai, c'est juste que j'ai plus besoin de notre garde qu'on fait à l'Arming Sword parce que ma main est accessible par les deux côtés. Fait qu'en faisant la garde qu'on fait à l'Arming Sword, je suis beaucoup mieux protégé, mais je compense quand même les faiblesses du sabre que j'aurais pas à faire avec la basket hilt. Mais
Fait que c'est ça. Un jour, on va faire un atelier ou quelque chose qui va aller jouer sur les subtilités de ce qu'on peut faire avec le panier et tout ça. Mais sachez qu'en avant, tout ce que vous apprenez est absolument compatible parce que tout notre cursus est basé là-dessus. Quand même. Fait que pour finir, j'aimerais rappeler à tout le monde que la basket tilt est la meilleure arme. Du moins selon moi. Puis, Alex, je te laisse le mot de la fin. Yes, ben merci beaucoup Laurent d'être venu pour cette première capsule, puis on se revoit dans plusieurs autres pour parler beaucoup plus spécifiquement que dans les autres balados d'escrime et de scrimacy. Fait que, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine!